Salut, aujourd'hui je vais parler du thème de comment analyser un manga, parce que j'ai vu une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Orion Manga, qui parle donc de ce sujet, sous laquelle j'avais laissé un commentaire, auquel l'auteur de la chaîne m'a répondu. Et j'étais occupé de répondre encore à un nouveau commentaire, parce qu'il y a eu certains trucs sur lesquels on s'est pas compris, c'est toujours compliqué d'interagir comme ça par message interposé. Et du coup je me suis dit que c'était un thème de toute façon qui m'intéresse depuis le début, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ma chaîne justement, et pourquoi pas en faire une petite vidéo. Du coup le mec de la chaîne Orion Manga parlait de sa manière dont il abordait l'analyse d'un manga, et il revenait donc sur ses différentes méthodes, d'abord de prendre des notes, de relire éventuellement 2 fois le manga, etc., de regarder un peu le dessin, et il parlait aussi, il a évoqué aussi le fait d'analyser la mise en scène et la mise en page du manga, sans préciser davantage ce que pouvait être en fait la mise en scène d'un manga. C'est comme dire mise en scène de film ou mise en scène de, je sais pas moi, de roman, de comment un roman va structurer et présenter une scène. Et en fait cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo réponse, je vais pas rebondir forcément sur ce que lui a dit, je vais juste développer moi la manière dont je considère qu'il est intéressant d'analyser un manga, sans dire qu'une des deux méthodes est meilleure que l'autre forcément, parce qu'en fin de compte elles sont juste complémentaires. Hein. Mais que donc dans le YouTube manga et bande dessinée, pour le peu qu'il existe, hein, le YouTube bande dessinée, on analyse très rarement le manga, la bande dessinée via ses spécificités de narration. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la juxtaposition des plans les uns à côté des autres, comment on va structurer un élément dans la page, plutôt haut, plutôt bas, plutôt telle taille par rapport à justement les autres images auxquelles il est juxtaposé, comment va être utilisée la bulle, et donc tous des outils qui sont vraiment spécifiques et qui forgent le cœur de ce qu'est la bande dessinée. Donc on pourrait se dire que le dessin aussi compterait là-dedans, et il compte quand même en partie parce que le dessin est quand même fondateur de ce qu'est la bande dessinée, mais dire qu'on va juste analyser le style d'un dessin, dire qu'il va évoquer qu'un dessin réaliste va plutôt évoquer ça, et un dessin humoristique ceci, ça peut aussi se cantonner juste à de l'analyse d'illustrations de dessins seuls, pris par exemple sur Instagram quoi. On peut aussi produire de l'analyse de graphisme, de dessin, sur Instagram, comme de la bande dessinée. Le dessin est quelque chose qui compose la BD, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'on analyse une mise en scène de BD quoi. Et après du coup il y a aussi tous les trucs de mise en scène qui sont communs à toutes les œuvres qui montrent du visuel, comme le film ou le dessin animé. Et donc là on va voir les analyses de contre-plongée, les analyses de couleurs, qu'est-ce que signifient tous ces éléments-là de mise en scène en termes de symbolique. Et que justement, si je prends un exemple le cinéma, où on va avoir une culture bien plus forte de l'analyse de mise en scène. Quand on prend un Every Frame a Painting ou un Durandal, ils sont tous les deux capables d'avoir une analyse vraiment propre au cinéma, on pourrait pas retransposer leurs critiques sur un roman, sur un dessin animé ou sur une bande dessinée, ce n'est pas possible. Tandis que la plupart en fait des critiques manga, tu pourrais remplacer la manière dont ils illustrent leurs vidéos par des morceaux d'animé. Par exemple, si le manga était adapté en animé, et ben tu mettrais les moments dont ils parlent, les moments, le visuel, le dessin, enfin tous les angles via lesquels ils approchent une BD, tu pourrais le remplacer par du dessin animé en fait, parce qu'ils vont parler de visuel, parce qu'ils vont parler de personnages, parce qu'ils vont parler de structure narrative, d'histoire, mais sans presque jamais parler de structure de planche en soi. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire mais tiens, j'ai regardé l'animé, mais j'ai quand même regardé un critique manga parce que dans le fond, qu'est-ce que j'ai raté? Et la plupart du temps, on n'aurait pas tort de se dire ça en fait. Sauf qu'il va te manquer une analyse de la musique ou du travail de l'animation sur l'œuvre que tu as regardée. Et du coup, la plupart du temps, si tu veux regarder une critique sur une œuvre, que ce soit un manga ou son adaptation animée, tu peux complètement aller voir une critique manga, mais il va te manquer quelque chose si tu viens de l'animé, il va te manquer donc la musique et l'analyse de l'animation. Et du coup, à partir de cette réflexion, je peux me dire que le manga, c'est juste de l'animé, mais avec des trucs en moins, quoi. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas autant de flux d'images. Alors que bien sûr, le truc que personnellement j'essaie de mettre en évidence sur ma chaîne, c'est que la bande dessinée possède ses spécificités narratives et de mise en scène, ce qu'on sait tous au moins instinctivement en lisant une BD. Mais vouloir définir et comprendre quelle est cette chose particulière et quel est l'intérêt en fait de la comprendre, c'est encore une autre étape. Et je vais vous mettre ici un extrait d'une vidéo que j'ai fait d'analyse d'un combat de Dragon Ball, en montrant justement qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le travail de Toriyama dans son découpage, dans sa mise en scène, et de voir ce qu'on peut perdre en cours de route une fois passé l'adaptation en dessin animé. Nappa a perdu face à Son Goku et veut se venger sur Krillin et Son Gohan. Il leur fonce dessus par surprise et Goku tente de le rattraper. Avant même de commencer la lecture linéaire de la double page, on a déjà des informations qui nous sautent aux yeux. Nappa et Goku font une course-poursuite et l'énorme casse de fin est impossible à manquer. Même en se forçant, on sait d'avance que Goku va rattraper Nappa. Reste à savoir comment en lisant les pages. Dans une BD, les vignettes sont juxtaposées les unes avec les autres et créent du sens pour le lecteur. Ce qu'on va voir ici, c'est que l'utilisation du vis-à-vis de la double page peut lui aussi créer du sens. Les deux premières cases de chacune des deux pages sont construites en miroir. Les deux cases ont plus ou moins la même superficie et les lignes de vitesse sont les mêmes. Dans la première, on voit Nappa foncer sur ses deux victimes. Sur la seconde, Goku a enclenché son Kaioken pour tenter de le rattraper. Sur les deux vis-à-vis respectifs, le lieu de la page où démarre Goku est le même que celui où se trouve Nappa. Et le lieu où est représenté Goku est celui où se trouve Krillin et Gohan. Par contre, les deux cases ne représentent pas un même endroit dans le décor où se déplacent les guerriers. Ce qu'on nous montre ici, c'est un espace abstrait virtuel de course.
C'est dans l'espace de la case qu'est symbolisé le déplacement et non dans le décor où se déroule le combat. Le vis-à-vis des deux cases miroirs nous indique que Goku va le rattraper, car on nous le montre de plus près que Nappa, et déjà sur le même lieu où se trouvent Krillin et Gohan, qui sont l'enjeu de la scène. Vu que Goku a enclenché son Kaioken, il a déjà virtuellement gagné la course. Les deux cases ne se lisent pas l'une après l'autre, pourtant elles sont clairement liées dans la mise en page, dans le visuel et dans la narration. C'est intéressant d'aller comparer ce genre de scène avec l'adaptation en dessin animé pour aller constater la différence, et voir ce que l'on peut perdre en cours de route dans le travail de Toriyama. Et là, il faut quand même préciser, c'est pas pour dire que l'animé est moins bien que le manga ou l'inverse, on s'en contrefout ça. Chacun son humeur du moment, si on a plus envie de regarder un dessin animé ou un manga, ou si on préfère naturellement l'un ou l'autre, peu importe. Mais c'est pour dire que l'adaptation en dessin animé ne fait pas qu'apporter des choses en manga, on perd aussi des choses en cours de route. Et ça, on pourrait me dire, bah oui, c'est évident, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de justement si évident que ça, quand on regarde les chaînes manga de manière générale. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la réelle plus-value? Qu'est-ce que ça apporte réellement ces vidéos de critique manga au manga en soi? Est-ce que ça n'apporte pas plutôt à l'œuvre qu'au manga en soi? Œuvre, donc ça pourrait être aussi bien un film, un dessin animé, un bouquin avec quelques illustrations. Que ces critiques manga sont plutôt des critiques d'histoire avant tout, et qu'elles peuvent apporter une plus-value à l'œuvre en soi, mais pas à l'œuvre en tant que manga, en tant que bande dessinée. Et ça peut rejoindre ce truc-là de dire qu'on a déjà raconté toutes les histoires depuis que l'humanité existe, et que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, de quelle manière est-ce qu'on peut les raconter, les re-raconter. Et là, on peut rejoindre cette citation que j'aime bien, c'est de dire que le médium, c'est le message. Et du coup, le médium, c'est l'histoire que l'on raconte. Et que One Piece, si de prime abord, ça avait d'abord été créé sous forme de film, créé et pensé sous forme de film, ou de dessin animé, ou de manga, ou de roman, One Piece n'aurait pas été le même. Et par exemple, les poses iconiques de Luffy qui est en étoile comme ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être se dire qui est très spécifique au manga, parce que le manga utilise uniquement des poses complètement fixes, c'est pas un flux d'images, ce qui fait que pour le dessin, c'est un milieu très propice pour qu'il en émerge des positions iconiques, des poses iconiques, ce que la BD a d'ailleurs pu déjà démontrer plein de fois. Et je vais d'ailleurs bientôt sortir une vidéo sur les trucs qui sont impossibles à adapter en dessin animé depuis la bande dessinée, pour appuyer justement sur les spécificités de la BD. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'analyse de mise en scène, comme on n'y est tellement pas habitué, on n'y pense même pas en fait quand on aborde une BD. Quand on se fait des réflexions pendant qu'on lit une BD sur un élément de mise en scène, on se dit pas, ah, tiens, c'est un élément de mise en scène intéressant, contrairement à par exemple quand on regarde un film, où on a beaucoup plus une culture de ce genre de critique, de ce genre d'approche, et qu'on peut essayer de trouver des trucs un peu genre universitaires ou théoriques, etc. sur les spécificités de la BD, sur quel angle d'approche on peut avoir vis-à-vis de la BD qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis d'autres médiums. Mais genre, il y a du Terry Groenstein, mais putain, mais c'est quasiment illisible tellement que c'est alambiqué, c'est du Frédéric Lordon de la BD, quoi, c'est hyper chiant à lire. Et que du coup, il y a tout un travail de déblayage pour essayer de peut-être parler de BD de manière un peu plus au cœur de son sujet. Et pour ce faire, il faut d'abord apprendre à parler du médium en soi, plus que des histoires et des mangas et des séries qu'on aime bien. Et tout ça peut apporter encore davantage de richesse et d'amour qu'on peut porter envers les auteurs que l'on aime et les séries que l'on aime. Parce que si des mecs comme Eiichiro Oda par exemple sont considérés comme des grands artistes, des grands auteurs qui ont marqué la culture, ce serait quand même dommage de passer complètement à côté du travail de base qui les a fait connaître, qui est le manga. Parce que s'ils ont marqué la culture, c'est aussi grâce aux jeux vidéo, aux dessins animés, aux produits dérivés, tout ça, tous ces grands auteurs. Mais que ce serait quand même cool d'essayer de s'attarder davantage sur leur travail d'origine et pourquoi est-ce qu'il est intéressant en soi avant que d'autres genres ne se soient apparus, quoi. Il y a aussi un autre truc, parce que j'avais cité Durodal et Every Frame a Painting comme personnes qui savaient analyser d'un point de vue technique et assez pointu le cinéma. Bon, Durodal, à chaque fois, on me le décrit souvent quand j'en parle, mais je sais pas, moi je trouve que le mec, il a quand même fait sur ses... J'ai raison, vous avez tort. Je sais pas, le mec il est déter quoi, en termes d'analyse, de symbolisme, de choses très techniques comme le type de caméra ou focale utilisée, des trucs qui moi me dépassent complètement, ou même de l'utilisation du son, des mises en scène, etc. Moi je trouve le mec il fait vraiment un boulot assez incroyable. Mais du coup cette critique de Durodal est aussi de dire oui mais il est plus subjectif qu'un Every Frame a Painting, qui lui au contraire est beaucoup plus objectif que Durodal. Mais ça je trouve que c'est justement une pente glissante de se dire ah tiens lui il est objectif et lui il est subjectif, alors qu'on est là on fait de la critique d'art quand on fait pas de la science. What is this? Ça reste de l'impression personnelle, et que même si on peut voir que des mécanismes de narration peuvent mieux fonctionner certains que d'autres, et donc se dire qu'on peut tendre vers une analyse objective de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, on reste dans un truc qui est de l'ordre de la création et de se réapproprier aussi des codes qui ne fonctionnent pas pour pouvoir les retourner et les réutiliser de manière intéressante, et que c'est sans cesse du recyclage, qu'il n'y a pas de code fixé dans le marbre. C'est pas des lois physiques quoi la BD. Et qu'en tant que critique d'art, se dire qu'on peut être plus objectif qu'un autre, c'est quand même quelque chose sur lequel je m'avancerai pas quoi.
Que ce soit pour ceux dont j'apprécie les critiques manga ou non, je vais pas dire que ceux que je préfère sont plus objectifs que les autres parce que je trouve qu'ils ont plus raison, quoi. Je peux être d'accord ou non avec ta subjectivité, mais ça ne dit rien en soi sur l'absolue vérité d'une œuvre. Qui, spoiler, n'existe pas, hein. Chacun se réapproprie les bouquins comme ils veulent. Parce que c'est vrai que quand moi je fais une analyse très technique d'un manga, ça peut, enfin je l'ai vu dans les commentaires ou quoi, ça peut parfois impressionner et se dire ah tiens, lui il touche une espèce de vérité par rapport à cette œuvre. Parce que justement j'utilise du jargon, j'utilise des trucs qui ont l'air rigoureux, etc. Mais en fin de compte c'est juste ma manière d'apprécier une œuvre. Parfois je lis juste un bouquin sans beaucoup plus réfléchir que ça et voilà, j'ai pris mon pied. Parfois j'ai envie d'essayer de mieux comprendre une œuvre et pour moi mieux comprendre une œuvre ça passe par l'analyse de la mise en scène et des spécificités du médium. Ben c'est un truc qui m'est personnel, mais qui je pense est une pratique qui pourrait être un peu plus popularisée, un peu plus diffusée dans l'esprit de ce que c'est critiquer un manga, que je pense qu'il était intéressant d'en faire une vidéo et qu'aussi, pour comprendre aussi de la mise en scène, moi je passe d'abord par une compréhension de l'histoire et de voir comment l'auteur a voulu mettre en valeur les thèmes qui lui tenaient à cœur, quoi. Et que du coup une analyse technique et une analyse de narration ne sont pas complètement décorrélées, bien au contraire. Du coup voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à plus. You've got to believe in yourself, Chris. I can't do it, Tom, I can't.